Alors, Méziane, qu'est-ce qu'il va y avoir au sommaire de cet épisode? Alors au sommaire, on a le premier sujet, on va avoir un focus sur les plateformes de streaming. Donc on va un peu parler, de ce qui s'est passé en Chine. On va revenir un petit peu aussi sur la France et on aura quelques petites questions à poser pour, Paris E-Sport. Alors en fait, on a l'honneur effectivement, d'avoir comme invité KDK, Ludwig. Bonsoir. Bonsoir à toi, et ben voilà, on va envoyer petit jingle invité et puis on retrouve KDK tout de suite. Et nous voici, nous revoilà. Alors, Méziane, tu vas nous présenter l'invité? Tout à fait. Donc KDK en fait, c'était, un de nos profs, donc l'année dernière, donc à la PGS et bon du coup moi j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas si c'est vraiment un personnage, mais j'ai beaucoup apprécié en fait sa personnalité parce qu'il nous a appris pas mal de choses. Au début, je le voyais comme quelqu'un d'un peu strict, mais bon ça c'est autre chose et récemment donc il est passé, directeur il me semble chez, Paris E-Sport. C'est bien ça Nasbrock? Ah bah, on va demander à KDK. KDK, tu es donc le directeur de Paris Esport? C'est bien cela? Alors je suis pas tout à fait directeur, tout Pas simplement parce que directeur. Paris Sport est une association et elle ne comprend pas de directeur. Cependant, j'ai le rôle de président de Ah voilà. l'association. Président. Et effectivement, c'est un rôle que j'ai endossé depuis la création de l'association. Donc c'est vrai que j'ai l'honneur d'être le premier président de Paris Sport depuis le 13 juillet 2018. Voilà, donc KDK, la semaine a été assez chargée. On va parler des plateformes de diffusion, donc toutes ces plateformes de streaming, hein, que ce soit de Twitch à Facebook Live, en passant par tous les streams nationaux, que ça peut être Douyu ou d'autres qui sont peut-être moins connus. On va d'abord regarder un petit récapitulatif vidéo qui dure à peu près 1 minute, et puis après, eh ben, on lance tout de suite le sujet. Voilà, petite vidéo sur les plateformes de diffusion pour les personnes qui ne savent pas de quoi on va parler. C'est tout de suite. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Links et Mag, votre média spécialisé e-sport. Cette semaine, l'équipe se penche sur la guerre des plateformes de streaming qui diffusent les compétitions e-sportives. Nous reviendrons notamment sur l'interdiction de Twitch en Chine. Douyu, Africa TV, Mixer, VK, beaucoup de ces noms nous sont inconnus malgré leurs fortes audiences nationales. Focus sur les jeux diffusés à travers les différentes régions du monde. Qu'en est-il au niveau des compétitions en France? Twitch semble être la plateforme préférée des Français. Retour sur la médiatisation de l'e-sport avec notamment l'avis de Paris e-sport. Donc on va commencer directement sur le premier sujet. Donc je voulais discuter en fait sur le fait que, on a eu, l'interdiction, de Twitch, donc de twitch.com en Chine et ça a fait un peu de bruit. Donc ça fait partie de la nombreuse liste de tous les sites américains qui ont été interdits en Chine. Donc il y a Facebook, on a YouTube, et d'autres sites. Je voulais qu'on parle un petit peu de cette course à l'audience, sur les sites de streaming et comment dire? Donc cette interdiction en fait, j'ai l'impression enfin je suis pas sûr, mais selon mes sources, elle était, suite à la diffusion des Asian Games 2018 et donc il y avait une forte affluence de personnes sur ce Twitch, donc sur le live Twitch, des Asian Games et suite à ça, la Chine, donc le gouvernement chinois aurait répondu, par l'interdiction directement de Twitch, en Chine. Voilà donc je sais pas Nasbrock si tu as un petit peu suivi, ce truc-là? Bah ouais, ouais, j'ai un petit peu suivi. Donc, comme tu le disais, hein, c'était pendant les Asian Games. Ce qui s'est passé, c'est que bah, pour certains jeux, il n'y avait pas de stream officiel Twitch. Et ce sont des personnes de la communauté donc chinoise qui sont à LA. On pense surtout à Dev et à Xtears, qui sont deux joueurs d'Arena of Valor dans la Team Immortals, si je dis pas de bêtises, qui ont donc lancé un
stream pour pouvoir voilà, faire partager aux personnes qui les suivaient, notamment sur Twitch. Et il y a eu 500 000 viewers et bah, ça n'a pas plu parce que tout simplement ce Twitch n'avait pas les autorisations pour diffuser cette compétition. Je pense que pour le fait que les Asian Games soient diffusés en parallèle par quelqu'un qui avait pas, par des personnes qui n'avaient pas les autorisations, c'est un fait. Le fait aussi que la Chine est très très regardante sur les contenus qui sont diffusés sur son territoire. La grande muraille numérique a fait ses preuves déjà depuis une bonne quinzaine d'années et elle en a fait plier plus d'un. En tout cas, côté américain, ça fait jamais très long feu. C'est probablement pour favoriser des initiatives qui sont nationales. Donc c'était la première question, il me semble. Je voulais savoir en fait s'il était. En fait, je sais pas si c'est vraiment la question, je dois la poser maintenant, mais je voulais savoir si c'était intéressant de diffuser sur plusieurs plateformes différentes. Sur plusieurs plateformes différentes, de Twitch à Facebook Live, en passant par Mixer et autres Voilà. Douyo ou Africa TV dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde. Oui. Alors c'est une bonne question. Je pense que ça dépend surtout du public qui est visé. Actuellement en Occident, c'est clairement Twitch qui est la valeur sûre en termes de jeux vidéo. Bien que les activités de Twitch s'étendent petit à petit, je pense que c'est une stratégie vraiment long terme de la part de la société qui appartient maintenant à Amazon. Ça dépend vraiment du public visé, de la communauté qui est visée. Actuellement, c'est vrai qu'effectivement, j'aime pas faire trop de publicité pour des acteurs qui sont les leaders. Mais il faut reconnaître quelque chose, c'est que Twitch a vraiment une position qui est enviable et qui a énormément d'audience. Et il est pas forcément nécessaire de streamer en dehors de Twitch. Cependant, pour se différencier ou pour aller chercher d'autres types d'audience, encore une fois, c'est une question de public visé, on peut aller le faire sur Facebook Live ou sur Mixer. Ça dépend clairement des publics et donc des jeux que vous allez diffuser. Ça dépend aussi des communautés que vous avez déjà en votre possession. Donc c'est un choix à faire. Maintenant, est-ce qu'il est, je devance peut-être un petit peu une autre question, est-ce qu'il est utile d'aller faire du streaming, une diffusion sur plusieurs plateformes en même temps? Ça dépend de votre installation de vidéo. Ça dépend de votre installation vidéo, clairement. D'accord, et j'imagine aussi que c'est plus intéressant peut-être pour un streamer, pour un individu, quelqu'un qui est individuel, de streamer sur plusieurs personnes pour viser plus de public quand il débute, et peut-être. Mais ensuite, si on est, comment dire, si on est un média ou quelque chose d'un peu plus pro, je pense qu'il faut réunir un petit peu sa communauté sur la même plateforme et pas essayer de se diviser. Pas forcément, pas forcément. Ça, encore une fois, c'est une question de stratégie. Par exemple, on a vu comment dirais-je, des animateurs qui se sont lancés sur Mixer, qu'ils soient sponsorisés ou aidés par Microsoft ou non. Ils ont eu plus de succès sur Mixer, donc à partir de Microsoft, qui est pas un anti-Twitch, hein, mais qui a Microsoft a une politique assez claire là-dessus. Ils veulent pas attaquer Twitch de manière frontale sur le streaming. Ils veulent être une solution parallèle. Ils veulent avoir une place, en tout cas sur le podium, sans forcément avoir une première place. Et c'est vrai que Twitch étant leader, il va être difficile aujourd'hui, en tout cas, de le détrôner. Cependant, je pense réellement que ça dépend des stratégies. On peut s'imaginer que si, par exemple, vous diffusez plusieurs jeux, si vous ne faites pas du 24/7, par exemple, si vous diffusez plusieurs jeux, il va être plus sympathique avec plusieurs commentateurs, plusieurs animateurs en même temps, diffusant sur des jeux qui sont différents. Donc les grosses communautés potentiellement plus sur Twitch et des jeux peut-être un petit peu moins connus sur des plateformes de diffusion qui sont un petit peu plus pas confidentielles, mais qui sont qui ont d'autres portées, D'accord, potentiellement plus modestes. d'accord. C'est une Et question de si, stratégie en fait. Il faut vraiment faire les choix et étudier les possibilités qui existent. d'accord. Après, je sais pas si on a le droit un petit peu de parler un petit peu politique, mais si on revient sur l'histoire, donc avec la Chine, est-ce qu'on pourrait dire du coup que c'était clairement pour favoriser des plateformes nationales, que la Chine avait interdit du coup Twitch? Je sais pas ce que tu en penses un petit peu toi aussi, Nasbrock, mais
Bah, écoute, au niveau des streams nationaux, moi, la question que j'aimerais poser à KDK, c'est surtout par rapport, donc il a déjà partiellement répondu à la question, puisqu'il nous a dit que telle plateforme, c'était pour souvent un jeu ou une communauté que l'on vise. Moi, c'est plutôt par rapport à toutes ces plateformes que l'on connaît pas. On a vu, il y a pratiquement plus d'une trentaine de plateformes de streaming, surtout des plateformes qui sont en Asie et que l'on ne connaît pas du type Yuya, Douyu, Zanki TV. Euh, comment on fait pour, voilà, pour essayer d'attraper ce public visé? On avait dit c'est parfois par un jeu, parfois c'est par rapport à une communauté qu'on avait avant, mais quelle est la stratégie pour se démarquer des autres? Le fait qu'il y ait beaucoup de plateformes, qu'il y ait beaucoup d'initiatives, ne veut pas forcément dire qu'il va être plus facile de les viser en fait en termes de jeux vidéo. Il faut bien comprendre qu'effectivement il existe énormément de plateformes sur le territoire chinois. Pourquoi territoire chinois? Parce qu'en fait, il faut bien différencier la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Et même au-delà de ça, les Philippines. Il y a énormément de plateformes qui existent, mais dans les autres pays qu'est la Chine, il existe aussi Africa TV, et au Japon, il existe énormément de plateformes qui font notamment du jeu vidéo, mais aussi du manga et quelques séries. Ce qu'on connaît en Occident comme des solutions comme Twitch ou Netflix ont une communauté et un type de consommation qui est différent en Asie, et dans ces divisions-là, dans ces pays-là, à la fois en Corée du Sud, au Japon et en Chine, la consommation et le type de consommation n'est pas le même. Ça, il faut bien le saisir parce que sur les plateformes que sont par exemple Douyu, Yuomao, qui sont les deux principales comment dirais-je, en Chine, faut bien saisir qu'ils ne font pas forcément que du jeu vidéo. Quand on a saisi ça, on va se dire que la population qui consomme du jeu vidéo sur ces plateformes-là, elle consomme aussi de l'IRL, elle consomme aussi comment dirais-je, des animateurs qui mangent, comme au Japon, où c'est aussi très particulier. C'est au Japon d'ailleurs qu'on a vu ces premiers phénomènes-là de streaming qui a vu le jour il y a à peu près une dizaine d'années. Et le fait est d'essayer de se démarquer, donc pour répondre à ta question, de se démarquer par rapport à ces types de streaming-là. En Occident, on a un type de consommation de jeux vidéo, de streaming de jeux vidéo, et particulièrement d'e-sport, si on précise, qui est vraiment unique. On va regarder de l'e-sport sur Twitch, et on va regarder de la VOD sur YouTube et sur Dailymotion, bon un peu moins Dailymotion, mais en France. Mais clairement, ça va être une consommation qui est différente. Donc de la VOD sur YouTube et du live sur Twitch. Et on va consommer absolument que du jeu vidéo sur Twitch. Et bien qu'il y en ait sur YouTube, on va consommer tout le reste sur YouTube. Donc pas forcément en live. D'accord. Et cette différenciation comment dirais-je, de consommation va changer la donne. Pourquoi? Parce qu'en Asie, particulièrement en Chine, on ne consomme pas que ça. Et cette spécificité qui est un peu nationale va faire qu'il ne faut pas forcément prendre exemple sur les communautés chinoises, en tout cas, comment se différencier. En Chine, ils ont un type de consommation qui est particulier. En Occident, on n'a pas le même. Donc, encore une fois, ça va être plutôt dans les contenus qu'il faut se différencier en Occident, alors que la consommation est différente de l'Asie. D'accord. Alors du coup, moi, je voulais rebondir sur le cas de la France. On a du coup en France, on a Twitch qui domine complètement. Effectivement, comme tu disais, donc on consomme beaucoup plus donc de jeux vidéo et d'e-sport. On a un petit peu donc cette différenciation entre le streaming des joueurs pros. On a aussi l'e-sportainment en ce moment, si on réutilise le terme, qui est en train d'un peu exploser, avec notamment les gros streams de Gotaga et d'autres compétitions. On met tout le temps en LAN en avant, on met toujours donc les influenceurs en avant plutôt que les joueurs pros, on va dire. Alors, je suis désolé de t'interrompre. D'accord. Je vais même aller au-delà. En fait, ce qu'on appelle l'e-sportainment aujourd'hui n'est qu'une mutation actuelle. On profite de cet état de fait, mais la réalité, c'est que les e-sportifs demain auront aussi de grosses audiences. Il y a certains acteurs dans l'e-sport qui sont aujourd'hui des e-sportainers qui ont profité il y a quelques années de la création de communautés fortes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont plus gros que les autres. Mais demain, quand je dis demain, c'est d'ici quelques années, de nouveaux acteurs, ou d'acteurs plus anciens, mais qui ont réussi à faire grossir leur communauté, auront aussi également des communautés fortes.
Et cette mutation qu'on vit actuellement depuis environ 2-3 ans, qui fait que d'un côté, on a des gros, ce qu'on peut appeler les influenceurs, qui ont des communautés fortes, mais qui ne consomment pas que du jeu vidéo, mais qui sont très très importants et qui font aussi de l'e-sport, particulièrement de l'e-sport, mais qui vont être actifs sur d'autres sujets de consommation, sont aujourd'hui les plus suivis. Mais demain, on aura aussi des e-sportifs qui seront très suivis et ça va un petit peu remettre, je l'espère, la compétition sur le devant de la scène. Quand je dis demain, c'est évidemment d'ici quelques années, mais c'est pour grossir le trait par rapport à ta question. D'accord, bah, je comprends bien, merci beaucoup. J'aimerais enchaîner ensuite sur le cas un petit peu du speedrun. J'aimerais en fait savoir si on pouvait donc déjà l'inclure dans ce pas e-sportainment, mais en fait dans toute cette enfin, l'e-sport amène beaucoup de vues, mais aussi on voit aussi que le speedrun ramène beaucoup de viewers, de spectateurs. Et j'aimerais savoir en fait si par exemple on prend des cas comme par exemple Bourg-la-Run ou des associations de speedrun, est-ce que ce serait envisageable qu'elles puissent venir s'inscrire à Paris e-sport? Dans cette dynamique de Oui, développement, bien sûr. oui, par nature, l'e-sport englobe beaucoup de choses. À mes yeux, notamment le speedrun. Par nature, Paris e-sport est un regroupement d'associations, hein. La pratique du speedrun, c'est de l'e-sport. J'ai absolument aucun débat à avoir avec le fait que des associations de speedrun puissent rejoindre Paris e-sport. Je pense que ce serait une bonne chose. En tout cas, les portes sont grandes ouvertes pour ce genre d'association si elles souhaitent rejoindre Paris e-sport. Elles sont tout à fait bienvenues. D'accord, bah c'est nickel. Donc du coup, Nasbrock, je pense que ça va un petit peu te faire plaisir. Oui, parce que tout simplement, bah, je connais quelques associations d'e-sport et moi, c'était une question aussi qui était avec Paris e-sport, c'est déjà quels sont les moyens qu'on peut donner à à qu'on peut donner à une association de speedrun. Qu'est-ce que Paris eSport peut leur proposer? Peut-être au niveau aussi de la médiatisation, parce qu'on voit de plus en plus de jeux speedrunnés qui sont médiatisés. Voilà, qu'est-ce que Paris eSport peut faire pour eux? Est-ce qu'elle a des conseils en termes, voilà, de plateforme aussi de diffusion à privilégier? Alors, j'ai pas de. Je vais prendre ta question dans le désordre. Moi ou Paris eSport n'avons pas de conseils à donner aux associations qui ont des actions e-sportives ou en termes de speedrun. Alors effectivement, on a des grandes lignes, on a certaines valeurs à Paris eSport. Concernant les actions qu'on va avoir pour accompagner les associations, il est encore un peu tôt. On a la volonté évidemment d'accompagner toutes les associations, freelance et sociétés du secteur Île-de-France avec Paris Sport pour qu'il y ait évidemment le meilleur de chacun puis qui puisse ressortir. Mais aujourd'hui, il est encore un peu tôt en termes d'association. Paris Sport est encore en train de se structurer, d'être aussi accompagné par Francisport, bien entendu. Donc, il est encore un peu tôt pour détailler nos actions. Moi, ce que je peux conseiller évidemment aux personnes qui sont curieuses, c'est de rejoindre la prochaine AGE qui va ouvrir les portes à nouveau des adhésions de Paris Sport, c'est d'être présent lors de la prochaine AGE qui va être annoncée sous peu, qui sera au mois d'octobre, hein, qui sera d'ici une grosse quinzaine de jours. Et tout simplement de venir, les portes sont ouvertes, c'est une assemblée générale qui est exceptionnelle, mais qui est publique. C'est important pour nous d'être transparent. Donc là, il y a un certain nombre d'actions, effectivement, sur le moyen et long terme seront détaillées, puisque, comme je vous l'ai dit, il est encore un peu tôt pour définir, à part définir certaines grandes lignes, d'aller dans le détail, c'est un petit peu délicat après 3 mois d'association. Bien qu'on ait la volonté d'accompagner les associations, il faut aussi qu'il y ait une démarche proactive de la part de ces acteurs-là pour demander un petit peu comment on peut les aider en fait. Il y a effectivement la volonté de fédérer les associations sur l'Île-de-France, mais il faut aussi que ces associations aient des besoins et des demandes afin de les accompagner au mieux dans les dialogues qu'on peut avoir avec les institutions. Donc c'est un petit peu donnant-donnant. La question, je n'y réponds qu'en partie.
parce qu'on a la volonté et la possibilité de le faire. Maintenant, à part une volonté du bureau et de l'association, il faut aussi que les associations soient proactives et viennent un petit peu poser des questions à Paris Sport pour qu'on puisse y répondre. Eh ben, on te remercie pour cette intervention, KDK.